Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le vendredi 11 juillet et c'est Floriane Dai au micro pour vous présenter le programme du jour. Le journal de l'actualité vous sera présenté par François-Xavier Boulet, puis vous retrouverez Lisa Dufaux pour un décryptage qui sera la suite de l'interview avec Toby Openshaw sur les mythes autochtones de Taïwan. Je vous retrouverai ensuite pour la première émission thématique du jour, un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière avec Linda Gale Arrigo, une femme d'origine américaine qui a un parcours très riche à Taïwan et qui nous parlera dans cette première partie de l'interview de son arrivée à Taïwan lorsqu'elle avait 14 ans d'abord et de son implication dans les luttes Tangwai, donc de l'opposition, pour mettre fin à la loi martiale notamment. Ensuite, si vous nous suivez aussi sur Internet, vous pourrez écouter la deuxième émission thématique du jour, une émission présentée par Jean-Yves Heurtebise en géopolitique, qui est consacrée aux conséquences pour Pékin et pour Taïwan du conflit Israël-Iran. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de François-Xavier Boulet pour l'actualité, dont voici les principaux titres. Londres et Paris réaffirment leur engagement pour la paix dans le détroit de Taïwan. Fréquence accrue des navires scientifiques chinois entre Taïwan et Guam avec des soupçons d'activité à visée militaire. L'aide taïwanaise citée comme modèle à la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 11 juillet. C'est François-Xavier Boulet au micro pour vous présenter le journal de la rédaction. Londres et Paris réaffirment leur engagement pour la paix dans le détroit de Taïwan. À l'issue du sommet franco-britannique de ce jeudi 10 juillet à Londres, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre anglais Keir Starmer ont publié une déclaration conjointe réaffirmant l'engagement de la France et de la Grande-Bretagne pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et appelant à une résolution pacifique des tensions entre les deux rives du détroit. Aujourd'hui, en réponse, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude pour ce soutien, réaffirmant l'engagement de Taïwan en tant que membre démocratique responsable de la communauté internationale à continuer d'œuvrer conjointement avec ses partenaires de la communauté internationale démocratique pour contribuer à une région Indo-Pacifique libre, ouverte et prospère et préserver l'ordre international fondé sur des règles. La déclaration conjointe franco-britannique souligne en fait aussi l'importance stratégique croissante de la région Indo-Pacifique dans la sécurité européenne, d'où l'engagement de Paris et Londres de renforcer les exercices conjoints de sécurité maritime, un accès mutuel à leurs bases militaires, ainsi que le lancement d'un nouveau dialogue mondial sur la sécurité maritime. Outre le volet de la région Indo-Pacifique, la coopération franco-britannique concerne aussi la défense, élargie au nucléaire et à la cybersécurité, avec l'annonce et la création d'un groupe de pilotage nucléaire pour mieux coordonner les actions et capacités communes. À noter enfin que Londres et Paris renforcent aussi leur soutien au groupe Eutelstat, entreprise franco-britannique en lien avec Taïwan, pour développer à Taïwan les services de télécommunication par satellite à orbite basse. L'ICDF négocie avec la France et l'Allemagne pour des coopérations internationales. En raison de la cessation officielle d'activité de l'USAID, c'est-à-dire l'Agence des États-Unis pour le développement international, depuis début juillet, le Fonds pour la coopération et le développement international, l'ICDF de Taïwan, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, a souligné ses efforts engagés pour multiplier les coopérations avec différents pays. Xie Peifen, qui est la secrétaire générale adjointe de l'ICDF, a déclaré aujourd'hui que son organisme avait déjà entamé des discussions avec la France et aussi avec l'Allemagne afin de mener des aides aux pays dans le besoin. Dans ce cadre, des échanges seront initiés entre les membres des missions techniques de divers pays dans un pays donné avant d'entamer des coopérations. Écoutons ces détails.
Il faut d'abord apprendre à se connaître et communiquer avant de voir comment coopérer par la suite. Car dans le contexte international actuel, il est préférable de coopérer plutôt que de lutter seul. Je pense que Taïwan n'est pas seul à partager une telle compréhension. De nombreux pays partageant des valeurs similaires sont également de cet avis. Xie Peifen a notamment cité l'exemple du projet de coopération trilatérale entre l'Union européenne et Taïwan à Tuvalu. Elle a précisé que ce projet était né lors de la visite à Tuvalu d'une délégation de la mission européenne à Fidji. Sur place, la délégation européenne a pris connaissance du travail de la mission technique agricole de Taïwan dans la gestion d'une ferme de démonstration. Et cette visite a ensuite donné naissance à un modèle de coopération qui combine le financement de l'UE et les savoir-faire techniques de Taïwan pour mettre en œuvre une agriculture intelligente à Tuvalu. L'ICDF espère dans les tractations avec la France et l'Allemagne que d'autres projets de coopération similaires pourront voir le jour à l'avenir. Le représentant taïwanais aux États-Unis estime que le budget militaire a déjà atteint les 5% du PIB. Le représentant de Taïwan en poste à Washington, Alexander Hu Dawei, s'est exprimé le 10 juillet au micro de Steve Bannon, ancien conseiller du président des États-Unis sous le premier mandat de Donald Trump, dans le cadre de son podcast War Room Battleground. Alexander Hu a déclaré que certaines personnes aux États-Unis doutent du fait que Taïwan ait fait le nécessaire pour se défendre et résister en cas d'une invasion chinoise. Or, selon les normes de l'OTAN, en matière d'acquisition de matériel de défense, les dépenses de Taïwan liées à la défense représentent déjà environ 5% du PIB taïwanais, dont 1,5% sont consacrés au renforcement de la résilience des infrastructures. Le représentant taïwanais aux États-Unis a précisé que de nombreux projets étaient d'ailleurs déjà en cours. Et dans cet épisode du podcast américain intitulé « Prendre position contre le Parti communiste chinois », rencontre avec l'ambassadeur de Taïwan, le représentant taïwanais a aussi déclaré que Taïwan était un pays épris de paix et que face à la menace de la force militaire chinoise, Taïwan continuerait de renforcer ses capacités et ses préparatifs d'autodéfense en incluant une hausse de budget de la défense nationale pour dissuader la Chine d'envahir Taïwan. Alexander Hu Dawei, en poste à Washington, a aussi expliqué que le renforcement de la coopération en matière de sécurité entre Taïwan et les États-Unis, ainsi que la poursuite des ventes d'armements défensifs américains à Taïwan, contribuerait à renforcer cette résilience de Taïwan en matière de défense. Il a enfin rappelé que Taïwan remercie le Congrès américain pour son soutien bipartisan qui aide l'île à renforcer son autodéfense face à la zone grise et aux cyberattaques chinoises. Fréquence accrue des navires scientifiques chinois entre Taïwan et Guam avec des soupçons d'activités à visée militaire. C'est ce qui ressort d'une enquête du New York Times. Basée sur les données de suivi maritime d'une société spécialisée, la Starboard Maritime Intelligence, l'enquête du New York Times révèle que les navires de recherche océanographique de la Chine ont largement intensifié leur passage dans les eaux stratégiques à l'est de Taïwan et autour de l'île de Guam, base stratégique américaine. Le rapport souligne que ces mouvements, caractérisés par des trajectoires précises, parallèles et rapprochées, laissent penser à une collecte systématique des données sur les fonds marins, potentiellement utilisables à des fins militaires en cas de conflit. Le New York Times précise que certains navires de recherche océanographique sont équipés de sonars avancés ou de drones sous-marins capables de plonger jusqu'à 10 km de profondeur. Depuis l'année dernière, ce sont pas moins de 7 navires, dont le Xiangyang Hong 6, qui auraient ainsi mené pas moins de 25 missions de ce type, officiellement à des fins scientifiques, mais qui, selon l'analyse de plusieurs experts, s'apparentent en réalité à des mouvements de préparation de terrain à d'éventuelles opérations militaires, comme l'avance notamment le professeur associé Ryan Martinson au US Naval War College. Si le droit maritime international autorise les activités de recherche scientifique, leur intensité et les objectifs réels cachés derrière soulèvent cependant certains doutes et inquiétudes dans la région. L'aide taïwanaise citée comme modèle à la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. L'Italie et l'Ukraine co-organisent à Rome, hier et aujourd'hui, une conférence internationale de 2 jours consacrée à la reconstruction de l'Ukraine.
Plus d'une centaine de hauts dirigeants et des milliers d'entreprises privées participent à l'événement qui vise à cibler et organiser le nécessaire financement de la reconstruction du pays attaqué par la Russie depuis plus de 3 ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le chancelier allemand Friedrich Merz, le premier ministre polonais Donald Tusk ou encore le président tchèque Petr Pavel sont intervenus à la tribune de cette conférence de Rome, l'occasion pour ce dernier de saluer les précieux efforts de Taïwan. En effet, dans son discours, Petr Pavel a notamment évoqué l'accord de coopération signé le 27 juin dernier entre la République tchèque et Taïwan pour l'Ukraine, qui vise à répondre aux besoins les plus urgents en matière d'approvisionnement en énergie et en eau, érigeant cet accord avec Taïwan comme un, je cite, « modèle de coopération entre systèmes démocratiques partageant les mêmes valeurs ». Fin de citation. Une coopération qui doit permettre de répondre aux besoins de première nécessité de plus de 380 000 habitants à Dnipropetrovsk et 60 000 habitants à Kharkiv. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie, Lin Chia-long, s'est félicité de cet engagement humanitaire et a tenu à réaffirmer que Taïwan continuerait d'apporter son aide en coopérant avec la République tchèque et les autres pays européens sur la base des idéaux communs au service de la paix, de la liberté et des droits humains. Les procureurs réclament un alourdissement des peines pour tout endommagement des câbles sous-marins. À peine un mois après la condamnation en première instance du capitaine du navire Hongtae 58 pour avoir endommagé de manière volontaire le câble sous-marin entre l'île de Taïwan et celle des Pescadores, le procureur en charge du dossier, Xu Shuhan, a réclamé un alourdissement des sanctions prévues. Le tribunal de Taïwan, pour rappel, a condamné à 3 ans de prison le capitaine chinois Wang de ce navire de complaisance battant pavillon togolais sous financement chinois pour violation de la loi sur la gestion des télécommunications. Le capitaine, lors du procès, a admis avoir ordonné à son équipage, 7 marins chinois, de jeter l'ancre et d'avoir aussi manqué à ses devoirs, mais il a nié le fait de sabotage voulu du câble sous-marin. Et donc, à peine un mois après cette condamnation, Xu Shuhan vient de publier un article dans la revue des procureurs en précisant que lors de l'inspection du navire incriminé, il avait été constaté que la coque était fortement corrodée, l'équipement vétuste, la sécurité de navigation pas assurée et sa valeur résiduelle faible. Dans son article, le procureur estime qu'il n'est donc pas à exclure que de tels navires soient utilisés pour des délits ponctuels puis abandonnés. Dans cet article, Xu Shuhan précise que le mécanisme actuel d'alerte précoce pour la protection des câbles sous-marins à Taïwan repose principalement sur des émissions radio et l'envoi de navires afin d'éloigner les bateaux suspects. Et il souligne que les poursuites envisagées restent trop peu dissuasives et suggère ainsi d'amender la loi afin de renforcer le système de déclaration d'entrée au port pour les navires marchands étrangers en exigeant des agences maritimes taïwanaises de déclarer fidèlement toutes les informations du mandant, y compris les locataires. De la sorte, par recoupement et comparaison de données, les autorités seront plus à même et en mesure de vérifier si les navires problématiques appartiennent à une seule personne et procéder éventuellement à des inspections ou des mesures de détention conformément à la loi sur les ports commerciaux afin de réduire le risque que des navires suspects ne se retrouvent à pénétrer dans les eaux taïwanaises. C'est ainsi que nous arrivons à la fin du journal de l'actualité de ce vendredi 11 juillet, qui vous était présenté par François-Xavier Boulet, au nom de toute l'équipe de rédaction du service français de RTI. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite en notre compagnie.